Une structure imposante se dresse au milieu de tempêtes tourbillonnantes d'éclairs et de feu. Des piles de squelettes jonchent le sol, un phénix se débat dans des flammes ardentes, poussant l'homme aux cheveux argentés à charger avec détermination, tandis qu'un homme musclé se prépare à frapper aux côtés d'une femme aux cheveux bleus qui apprête son arme. Le groupe déchaîne une puissante attaque combinée contre la bête ardente, le phénix massif alors enveloppé de flammes. Alors qu'ils descendaient vers le sol, tous les trois sont également descendus au sol en regardant le phénix tomber. L'homme sourit fièrement, ayant vaincu le gardien. Le visage de son camarade s'assombrit comme s'il complotait quelque chose. Il tourna la tête et les regarda sous le choc alors que la lame fonçait vers lui. Ils le dominèrent avec une expression froide alors que la lame lui transperçait la poitrine, le faisant grimacer de douleur. Ils tombent alors au sol, s'interrogeant sur leur trahison. La femme sourit à travers leur plan en l'appelant Migo. L'homme musclé ajouta que Migo était trop fort et que le tuer leur faisait savourer le pouvoir, tandis que leurs mains s'étiraient pour le jeter de côté. Migo tomba alors sur le phénix abattu avec une grimace. Ses yeux se plissèrent alors qu'il les maudissait. Les deux se sont alors élancés pour frapper, réalisant que Migo n'était pas encore mort. Le phénix monstrueux, enveloppé de feu ardent, descend d'en haut, engloutissant Migo dans les flammes. Ses camarades s'arrêtèrent, nouement sous le choc, réalisant que le phénix n'était pas encore mort. Une explosion massive engloutit alors tout le champ de bataille. Migo leur cria sa rage, jurant de leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Le feu engloutit alors tout son corps, ne laissant que sa silhouette. Une notification système apparut, indiquant le changement de destin du personnage pendant le chargement. 300 ans plus tard, à la gigantesque académie d'arts martiaux, une professeure blonde se tenait droite devant, racontant comment les 9 tours noirs étaient tombés et les monstres avaient envahi l'humanité. Dans la lumière de l'espoir, des artistes martiaux sont nés et ont réprimé les monstres pour protéger l'humanité. La professeure saisit le tissu pour leur montrer la bête. Une hyène de rang inférieur grogna à l'intérieur de la cage en les affrontant. Les étudiants furent surpris, tandis que les autres trouvèrent cela dégoûtant, ce qui fit rugir la bête de colère et les effraya. La professeure sourit alors et leur demanda quelle était la faiblesse de la bête. Les étudiants semblèrent confus et se plaignirent de ne pas s'en souvenir. Ils furent alors confus en entendant quelqu'un ronfler au loin. Cela attira l'attention de la professeure qui s'exclama de surprise. Les étudiants regardèrent en arrière, voyant leur camarade de classe penché sur l'arbre. C'était Migo qui dormait paisiblement à l'arrière, ce qui fit crier son nom à la professeure de rage. Sa voix résonna, demandant à Migo s'il était fatigué de vivre. Les yeux de Migo s'ouvrirent soudainement en grand. Il serra le poing et grinça des dents, comme s'il était prêt à se battre. Il leva la main, confus, demandant où il était tandis que les autres le regardaient. Il se tint la tête, se souvenant qu'il était mort au phénix auto-obstrué. Migo réalisa alors qu'il avait été réincarné après 300 ans. Il sourit à l'idée que Dieu lui donnait une chance. Ses yeux brillèrent de détermination à se venger de Wang et Wan. Pendant ce temps, la professeure s'élança pour frapper, le faisant écarquiller les yeux de surprise. Ses habes et talons pointus frappèrent son visage, l'envoyant voler vers l'arbre voisin tandis que les autres le regardaient. La professeure grinça des dents de rage à cause de son sommeil en classe. Migo tombe au sol alors que ses camarades murmurent que leur professeur Harry a un tempérament violent. Leurs lèvres formèrent un sourire moqueur, le traitant de bon à rien pour avoir peu de chance d'être un artiste martial. Migo se leva, confus, réalisant que le corps dans lequel il se trouvait avait une classe. Ses yeux s'écarquillèrent alors que quelque chose attira son attention. Il fut déçu en voyant que c'était une bête de bas rang. Leur délégué de classe, Yuna, interpella Harry et expliqua que la situation familiale de Migo n'était pas bonne. Kian, le jeune homme aux cheveux violets, sourit d'un air moqueur en demandant à Yuna sa bonne action. Il regarda ensuite en arrière, disant que si Migo échouait à l'examen, il serait expulsé. Harry leur ordonna d'arrêter. Elle saisit alors son fouet et dit à Migo qu'il était toujours son élève. Avec une expression sombre, elle interrogea Migo sur les points faibles de l'hyène tout en le menaçant. Ses camarades de classe se moquaient et riaient de lui depuis l'arrière pendant qu'il restait silencieux. Eunice s'avança et dit à Harry que la conséquence était excessive. Harry se retourna, lui demandant avec colère si elle lui apprenait à être une professeure. Yuna baissa les yeux tandis que Kian la regardait avec une expression sombre et confuse. Pendant ce temps, Migo leur dit avec arrogance qu'il connaissait ses points faibles depuis longtemps. Dans sa vie antérieure, il avait massacré 18 groupes d'hyènes pour entraîner son maniement de l'épée. Ses camarades de classe se moquèrent de lui, disant qu'il se vantait juste. Harry le regarda et lui ordonna de mentionner chaque point faible. Elle se pensa plus près et pointa son fouet, le menaçant s'il se trompait. Migo sourit et leva la main en disant que les hyènes avaient 4 points faibles. Harry fut choqué d'apprendre que Migo connaissait le 4e. Ses camarades de classe éclatèrent de rire et se moquèrent de lui. Yuna le regarda avec inquiétude et murmura que les hyènes n'avaient que 3 points faibles. Migo se frotta la nuque, confus, car il ne pouvait pas croire que le livre avait manqué le 4e. Kian le désigna et dit que les points faibles des hyènes étaient seulement la gorge, le ventre et les yeux. Il le traita ensuite de bon à rien, osant remettre en question le matériel pédagogique. Il s'avança et demanda à Harry de punir Migo pour ses actions. Migo croisa les bras avec confiance alors que Harry ne disait rien en se moquant de Kian.
D'un ton autoritaire, Harry leur dit d'arrêter. Kian afficha un large sourire moqueur en désignant Migo pour qu'il suive l'ordre. Mais alors, Harry se retourna de rage et dit à Kian que c'était lui qui devait se taire. Elle revint ensuite vers Migo et lui demanda quel était le 4e point faible qu'il avait mentionné. Migo sourit et dit que c'était simple, mais il fut alors interrompu. Lien les regarda avec des yeux perçants, sa cage commença alors à trembler en grognant. Migo le remarqua, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Lien. La bête brisa alors soudainement la cage, faisant regarder Harry en arrière sous le choc. Lien s'élança soudainement vers le groupe d'étudiants, les faisant paniquer et courir. Elle descendit devant Kian qui était stupéfait sur place. Il se précipita alors et attrapa l'épaule de Yuna pour se couvrir. Lien s'élança alors pour lancer une attaque vers Yuna. L'expression de Faris s'assombrit alors qu'elle appelait Yuna avec peur. Cette dernière jura de peur alors que la mâchoire béante de Lien faillit frapper sa tête tandis qu'un pied s'élança soudainement. C'était Migo sauvant et emportant Yuna hors de portée de Lien. Il serra alors les dents et pointa ses doigts lumineux vers Lien. Ses doigts frappèrent la tête de Lien, la faisant s'arrêter en plein air alors qu'elle ressentait la pression. Il déposa Yuna alors que Lien tombait au sol sans vie. Il sourit alors avec confiance, disant à tout le monde que le 4e point faible de Lien était son sourcil. Migo regarda Yuna et lui demanda si elle allait bien, ce qu'elle affirma avec gratitude. Les joues de Yuna rougirent, pensant que la poitrine de Migo offrait la sécurité. Migo se tenait devant Lien sans vie, se demandant pourquoi elle avait pu détruire la cage malgré sa faiblesse. Ses yeux devinrent perçants, pensant que c'était un peu étrange. Des vrilles lumineuses apparurent soudainement sur le front de Lien, faisant regarder Migo sous le choc alors qu'elle se dirigeait directement vers lui. Une notification système apparut au-dessus de lui et annonça qu'il avait obtenu un sang de Ki. Il le toucha alors avec surprise. Il serra le poing avec un sourire, réalisant qu'il pouvait augmenter son chi en tuant la bête. Ses camarades de classe furent de surpris de le voir tuer Lien en un seul coup. Harry s'assit à côté de Lien sans vie, pensant que le simple doigt de Migo pouvait écraser son crâne. Elle tourna son regard vers Migo et se demanda ce qu'il cachait d'autre. Ses élèves lui demandèrent avec inquiétude si Lien était déjà morte, la poussant à se lever et à rassurer tout le monde. Elle dit alors à tout le monde que Migo avait raison sur le point faible, mais que la leçon appartenait au rang supérieur. Elle tapota l'épaule de Migo et lui dit qu'il recevrait des points bonus pour avoir bien fait. Migo sourit alors en réponse et la remercia. Les étudiants furent surpris en entendant leur professeur. L'autre répliqua et dit que Migo avait juste eu de la chance cette fois-ci. Les camarades de classe de Migo bavaient maintenant sur lui pour être plus fort que Kian. Ce dernier grinça des dents et serra le poing de rage. Il leva alors la main avec un visage tordu, prétendant qu'il n'avait pas peur. Il se vanta que les hyènes étaient élevées chez eux pour la garde. Il fit un pas vers le corps sans vie de l'hyène, se vantant de pouvoir la tuer tout comme Migo, parce que son chi était plus grand que le sien. Leurs camarades de classe se moquèrent de lui, sachant qu'il se vantait juste. Yuna se tint le front, incrédule, tandis que les autres filles se moquaient de Kian. Kian éclata de rage, disant à ses camarades de classe qu'il allait leur prouver. Il ouvrit la gueule de l'hyène et y mit sa tête, poussant les filles à se couvrir le visage de dégoût. Harry l'interpella, lui disant d'arrêter de faire l'idiot. Migo croisa les bras, pensant qu'il allait donner une leçon à Kian pour s'être moqué de lui. Il fit nonchalamment claquer une petite pierre entre ses doigts. La pierre frappe avec une force incroyable alors qu'elle s'écrase sur la tête de l'hyène. La mâchoire tombe soudainement, piégeant la tête de Kian à l'intérieur de sa gueule. Il se débattit et mouilla son pantalon en demandant à tout le monde de le sauver. Harry et les autres étudiants le regardèrent fixement, le jugeant idiot. Kian halta lourdement, la langue pendante, réalisant que c'était une fausse alerte. Harry couvrit sa bouche, ordonnant à Kian de prendre une douche et de changer de pantalon. Les étudiants se moquent ses peaux de lui et le raillent pour avoir fait pipi dans son pantalon, le poussant à fuir la scène. Migo soupire, espérant que Kian n'aura pas de cauchemar à cause de ce qui s'est passé. Le grand bâtiment scolaire se dresse sous le ciel, la voix résonna alors que l'école se terminait. Les étudiants sortent de la porte, certains invitant même d'autres au nouveau café. Kian attendait Yuna avec inquiétude dehors, une fleur dans le dos. Yuna apparut soudainement, marchant élégamment à l'extérieur. Kian saisit sa chance et l'interpella, la poussant à se retourner et à lui demander. Il s'inclina et lui offrit la fleur tout en s'excusant pour ce qui s'était passé. Il sourit largement et l'invita à un rendez-vous au nouveau café. Yuna agita la main avec hésitation et lui dit qu'elle n'accepterait que les excuses. Kian était sur le point de répondre, mais Migo attira soudainement l'attention de Yuna. Elle lui tourna le dos et lui fit ses adieux, s'éloignant de la scène. Yuna rattrapa Migo et le remercia instantanément de l'avoir sauvé. Elle lui demanda joyeusement s'il était libre et l'invita au café nouvellement ouvert sur la place des héros. Migo la regarda et lui dit qu'il avait autre chose à faire. Yuna demanda quand il serait libre, ce à quoi il répondit incertain. Les yeux de Kian se plissèrent alors qu'il grinçait des dents de rage. Sa prise se resserra alors qu'il les regardait marcher ensemble. Migo se rendit à la place des héros, observant la statue de Wang et Wan au milieu. Un bouquet de fleurs fut aperçu, considéré comme un hommage à leurs soi-disant héros.
Wang et Ruan devinrent les héros de l'humanité car ils les voyaient comme ceux qui avaient vaincu le phénix. Migo observa les civils parler joyeusement des deux. Il sourit amèrement, se souvenant de la trahison que les deux avaient commise. Avec ses yeux perçants, il jura de révéler les vraies couleurs de leurs soi-disant héros. Il s'éloigna alors quand quelqu'un ordonna de le suivre. C'était Qian ordonnant à ses hommes d'attaquer Migo dans l'allée. Migo marche dans la ruelle sombre, inconscient du danger qui l'attend. Il pensait à la difficulté de trouver une bête dans le centre-ville. Deux chaussures différentes s'avancent, mais les deux hommes de Qian lui bloquèrent le chemin en le traitant d'arrogant. Le gars aux cheveux bouclés avec des bêtes sur le dos le menaça. Migo était confus et demanda qui ils étaient. Qian apparut soudainement parmi le groupe d'hommes et demanda pourquoi Migo était seul. Ce dernier se retourna et demanda si Qian lui avait encore causé des problèmes. Qian le désigna avec rage, disant que sa haine ne disparaîtrait pas si Migo n'était pas estropié. L'expression de Migo s'assombrit, répétant ce que Qian avait dit tout en traitant ses hommes de bons à rien. Le visage du gars se tordit, traitant Migo de faible pour n'avoir que 10 chi. Les hommes de Qian se précipitèrent simultanément, impatients de donner une leçon à Migo, pendant qu'il restait impassible au milieu. Qian rit de façon maniaque, jurant de rendre Migo pire que de la racaille. Les yeux de Migo brillèrent de rage, jetant et battant les hommes de Qian d'un mouvement rapide, tout en atterrissant parfaitement au sol. Il se tint alors avec confiance au milieu des hommes vaincus. Qian et le gars le regardèrent avec des visages tordus car ils ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé. Migo serra le poing avec un sourire et dit à Qian que ces hommes ne pouvaient pas l'estropier. Qian lui dit nerveusement de ne pas être arrogant car il n'avait pas encore fini. Il ordonna au gars de libérer l'hyène, ce qu'il fit. Le gars défia Migo avec arrogance de tuer les hyènes alors qu'il lâchait les chaînes. Les hyènes rugirent alors que le muselière tombait. Elles se précipitèrent instantanément pour préparer une attaque. Qian sourit largement, disant que les hyènes étaient entraînées professionnellement. Migo resta impassible, ne se souciant pas des hyènes qui approchaient. Il laissa alors échapper un petit rire, disant que toutes les hyènes n'étaient pas différentes tout en se préparant à frapper. Il courut vers les hyènes comme s'il les accueillait. Il sauta alors et pointa délibérément ses doigts sur leur front. Il atterrit au sol tandis que les hyènes tombaient, sans vie, en un instant. Qian fut stupéfait d'incrédulité, témoin d'une nouvelle mise à mort instantanée. Le gars fut surpris car il savait que Migo n'était pas encore un artiste martial, mais il avait abattu sa plus forte hyène en un instant. L'invite système apparut et annonça le chi supplémentaire, tandis que Migo serrait le poing fièrement. Qian réalisa à quel point Migo était fort et tenta de s'éloigner discrètement de la scène. Mais Migo apparut alors effrayamment derrière lui, disant à Qian que c'était son tour maintenant. Qian fut alarmé car il avait peur d'affronter Migo. Ce dernier lui donna alors soudainement un coup de pied dans ses parties intimes, le faisant écarquiller les yeux. Qian fut projeté en l'air et cria en se tenant le devant. Le gars regarda Qian avec horreur car il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Migo lui fit alors face, disant qu'il avait entendu parler du gang des hyènes. Il demanda si le gars avait plus d'hyènes, ce à quoi le gars répondit effrayé. Le gars éclata soudainement, lui disant que le gang des hyènes était le plus grand gang de Shangshi. Migo lui ordonna de se taire et le frappa directement au visage. Il ordonna ensuite au pauvre gars de l'emmener à leur gang. Il lui attrapa la tête et menaça de le torturer s'il continuait à jacasser. Dans la ville de Changshi, les deux marchèrent sur les lieux. Le gars désigna la porte devant eux, lui disant que c'était leur base. Migo sourit et ordonna à l'homme de partir maintenant, poussant le gars à demander avec surprise. Confiant, Migo lui dit qu'il trouverait le chef et aurait une discussion avec lui. Pendant ce temps, deux hyènes se battaient l'une contre l'autre. Un bruit fort résonna dans le petit ring alors que les parieurs misaient sur leur hyène préférée. Tandis que quelqu'un observait d'en haut, le vieil homme demanda soudainement où leur troisième frère avait amené les hyènes. Son assistant lui dit alors que leur jeune maître voulait donner une leçon à un enfant et les avait amenés. Ses sourcils se froncèrent, disant que le troisième frère devenait mauvais récemment. La porte s'ouvrit soudainement alors que quelqu'un la frappait de l'extérieur. Les parieurs tournèrent le dos de surprise tandis qu'une silhouette se tenait derrière la fumée. Cela attira l'attention du vieil homme, le poussant à demander qui c'était. Quelqu'un fit alors un pas en avant. C'était Migo se présentant et demandant qui était le chef du gang des hyènes. Le vieil homme appela le nom de Migo, disant que cela lui semblait familier. Son assistant lui rappela alors que Migo était celui que leur troisième frère recherchait. Le vieil homme tira alors sur sa cigarette, pensant que c'était bien lui. Il demanda alors à Migo pourquoi il était seul et où était leur troisième frère. Migo sourit avec confiance en remarquant que le vieil homme était le chef du gang. Migo sourit, disant que le vieil homme se trompait car il ne pouvait pas être capturé et était venu là de son propre chef. Le vieil homme réagit avec confusion, demandant à Migo pourquoi. Ce dernier le désigna, disant qu'il voulait les aider à tuer les hyènes. Il révéla que les combats d'animaux privés étaient interdits et offrit de les aider à nettoyer les preuves. Les membres du gang se moquèrent de lui, disant qu'il était venu chercher une raclée. Les membres rirent, demandant où il avait trouvé le courage de tuer toutes les hyènes. Le vieil homme jura alors et ordonna à ses membres d'estropier les jambes de Migo et de le jeter dehors.
Les membres répondirent de joyeusement alors qu'ils préparaient leurs battes pour frapper. Ils se précipitèrent alors vers Migo, visant leurs armes pendant qu'ils restaient impassibles. Le combat commença alors que le vieil homme tournait le dos en disant que Migo perdait juste son temps. Les membres de son gang furent catchés projetés partout, le faisant s'arrêter sous le choc. Il se retourna alors de surprise et demanda ce qui se passait. Migo serra le poing, disant qu'il était seulement venu les aider, mais qu'ils avaient riposté. Les membres étaient maintenant effrayés car ils réalisaient que Migo était fort malgré son statut d'étudiant. La cigarette tomba alors au sol et fut écrasée par le vieil homme. Ses yeux devinrent perçants alors qu'il dit avec arrogance à Migo de tuer toutes les hyènes. Avec un visage tordu, il leur ordonna de libérer toutes les hyènes. Les membres furent pris de court alors que les hyènes s'avançaient, tandis que les autres acclamaient Kai, le vieil homme et les hyènes. Les bêtes s'élancèrent vers le confiant Migo. Ses yeux brillèrent de détermination. Alors qu'il bondissait au-dessus, il donna un coup de pied aux deux simples hyènes d'un mouvement rapide, les envoyant au sol. Les mâchoires des spectateurs tombèrent alors qu'ils assistaient à une mise à mort instantanée de Migo. Des énergies rouges allèrent directement à Migo alors qu'il acquérait un autre Kios des hyènes sans vie. L'assistant demanda avec inquiétude à Kai quel était leur plan, poussant Kai à jurer de rage alors qu'il leur ordonnait de libérer toutes les hyènes. Les membres se précipitèrent en suivant sa demande. La cage s'ouvrit et toutes les hyènes entourèrent directement Migo. Ce dernier sourit avec confiance car cela devenait enfin intéressant. Une minute plus tard, il se battait contre la meute d'hyènes avec sa technique de combat de chien. Quelques minutes de plus s'étaient écoulées, il se battait toujours contre les hyènes et les lançait en l'air. Une demi-heure plus tard, les hyènes étaient tout maintenant effrayées et tentaient de s'échapper, mais il les poursuivit. La mâchoire de Kai tomba alors qu'il voyait comment Migo avait tout vaincu. L'invite système apparut, montrant son chi accru tandis qu'il se tenait fièrement au milieu des hyènes vaincues. Il marcha alors sur sa tête tandis que les spectateurs étaient stupéfaits. Migo demanda avec arrogance si c'était la fin car il ne faisait que s'échauffer. Il sourit et ordonna à Kai de lui laisser sortir plus d'hyènes. Kai devint furieux, lui disant de ne pas être arrogant car il pouvait le vaincre avec ses subordonnés. Il pointa alors son doigt et leur ordonna de combattre Migo ensemble. Après un moment de silence, personne ne sortit. Il se retourna alors, confus, demandant où ils étaient. Ses subordonnés s'enfuirent alors du combat, disant qu'ils n'étaient pas stupides au point de combattre un monstre. Kai les maudit furieusement à cause de leur trahison flagrante. Migo apparut soudainement derrière lui, le faisant transpirer de peur. Il fut pris de court et demanda ce que Migo voulait faire. Ce dernier sourit et lui demanda où il pouvait obtenir plus d'hyènes et d'autres bêtes. Kai le désigna furieusement, disant qu'il ne révélerait rien même s'il mourait. Migo sourit d'un air menaçant en serrant les mains. Soudain, une explosion chaotique d'énergie sombre éclata vers l'extérieur. Après avoir été blessé, Kai a révélé qu'ils avaient acheté les hyènes à l'arène de l'éclipse. Les yeux de Migo se sont plissés, se souvenant qu'il y allait souvent autrefois. Il a ensuite demandé quand l'arène avait ouvert et qui était leur patron. Kai lui a dit que ça ouvrait tous les week-ends et qu'il ne connaissait pas le patron. Migo s'est alors penché en avant, lui tapotant l'épaule, lui disant que Kai l'y emmènerait. Kai fut choqué, répétant ce que Migo venait de dire. Migo s'est retourné et a demandé s'il n'était pas d'accord, ce à quoi Kai a dit, hésitant, que c'était réservé aux membres. Migo a froidement révélé que Kai avait une blessure depuis plus de 10 ans, ce qui a fait demander Kai sous le choc. Il a ensuite dit à Kai avec assurance qu'il savait comment la guérir. Migo a ordonné à Kai de préparer les choses dont il avait besoin, ce qui a poussé Kai à le pointer du doigt, choqué, car il savait que c'était les matériaux qu'utilisaient les alchimistes. Les subordonnés de Kai les ont aussi regardés sous le choc, car ils savaient que les alchimistes étaient rares, car ils peuvent créer une potion qui transforme un humain normal en artiste martial. Kai a alors soupçonné que Migo était un alchimiste, mais il était un peu confus. Migo a ensuite ajouté qu'il ne donnerait à Kai qu'une minute pour tout rassembler, ce qui a poussé Kai à se précipiter soudainement pour préparer tout ce dont il avait besoin. Kai a souri largement, pensant que sa chance pourrait changer s'il avait Migo derrière lui. À l'intérieur de la salle blanche, ils se tenaient tous les deux face à face avec des ingrédients sur la table. Kai lui a dit joyeusement qu'il avait préparé toutes les choses que Migo avait demandées. Ce dernier a répondu en examinant l'ingrédient. Il a ensuite tapoté la table et a ordonné aux ingrédients de s'élever. Une énergie bleue s'est formée au-dessus de lui tandis qu'il chantait une formule de réaction. La mâchoire de Kai est tombée car il savait que seul un alchimiste pouvait apprendre cette formule. Il a souri largement, sachant qu'il pourrait devenir riche avec cet alchimiste. Un liquide bleu s'est formé dans la main de Migo, le poussant à sourire de succès. Kai a pointé le liquide bleu qui était au-dessus de la paume de Migo, demandant si c'était le remède. Migo s'est alors étiré, disant que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fabriqué de liquide de récupération de grade 3. Kai a regardé sous le choc, sachant qu'un remède de grade 3 valait 1000 pièces d'or. Migo lui a ordonné d'ouvrir la bouche en pointant ses doigts, ce qui a poussé Kai à s'exécuter. Le remède est allé directement dans sa bouche, il l'a avalé d'un coup, il a ensuite regardé sa main, qui brillait d'une énergie bleue. Ses yeux se sont écarquillés de bonheur tandis qu'il tenait son corps, sa blessure ayant instantanément guéri. Kai s'est alors agenouillé, jurant de faire tout ce que Migo lui demanderait pour le remercier de ce qu'il avait fait. Migo lui a dit d'un air ennuyé qu'il n'avait pas à faire tout ça. Il s'est ensuite éloigné et lui a dit de juste le laisser entrer dans l'arène ce week-end.
Kai l'a soudainement suivi et a demandé s'il pouvait le raccompagner. Pendant ce temps, sur le marché animé, la voix de quelqu'un résonnait en vendant. Une fille avec des tresses vendait joyeusement des brochettes de rats. Un vieil homme a alors demandé à la fille nommée Yuri si son grand frère n'était pas revenu. Elle a alors répondu qu'elle n'en avait aucune idée occupée à vendre. L'acheteur s'est alors moqué de son frère Migo. Elle a volé la brochette de rat avec colère et a dit à l'acheteur de se taire. L'acheteur a agité la main, disant qu'il plaisantait juste. Alors que Yuri était furieusement en colère, un homme a soudainement poussé l'acheteur avec colère, alarmant Yuri. L'homme, avec ses subordonnés, a alors demandé à Yuri une redevance pour l'emplacement de son étal. Yuri fut surprise et leur a dit qu'elle avait déjà payé en avance pour ce mois-ci. Le gars a admis qu'il devait en payer 3 fois par mois, mais qu'il leur avait fait une réduction à cause de Migo. Yuri avait peur, demandant quelques jours de plus car elle n'avait pas d'argent. Le gars s'est penché sur elle, disant qu'il ne pouvait pas faire ça. Il lui a alors attrapé l'épaule et lui a demandé de payer avec son corps. Le vieil homme a proposé de prêter de l'argent à Yuri, mais le gars lui a soudainement donné un coup de pied dans l'estomac et lui a dit de s'occuper de ses affaires. Le vieil homme est tombé au sol, ce qui a fait appeler Yuri avec inquiétude. Les spectateurs étaient effrayés en assistant à la scène. Le gars a touché les cheveux de Yuri et lui a dit de venir avec lui docilement. Yuri a riposté, disant qu'elle préférerait mourir plutôt que d'être avec eux. Le gars a souri d'un air maniaque et a levé la main, ce qui a fait crier Yuri d'horreur. Un bâton pointu a soudainement jailli, repoussant la main du gars alors qu'il l'a transpercé. Il a alors crié de douleur en tenant sa main. Yuri a tourné son visage et a regardé la personne derrière elle. C'était Migo qui mangeait des brochettes, soulagé d'être arrivé à temps. Le gars a paniqué et a dit à ses subordonnés de retirer rapidement la brochette de sa main. Ils ont remarqué que la brochette était si profondément enfoncée tandis que le gars devenait violet de douleur. Les spectateurs furent donc surpris, disant qu'il était soudainement devenu fort. Yuri a appelé son grand frère tandis que Migo lui a dit avec assurance de ne pas le remercier. Elle a alors sauté joyeusement et a demandé pourquoi elle le remercierait. Yuri a soudainement examiné son corps, confuse de savoir pourquoi il était soudainement devenu fort. Migo a feint une toux et a dit à Yuri de ne pas s'exciter car il n'était pas encore un artiste martial. Les yeux de Yuri sont devenus larmoyants, pensant qu'il n'était pas devenu un artiste martial. Le gars s'est levé et a maudit Migo pour son arrogance, les poussant à le regarder. Le gars s'est remis, impatient de donner une leçon à Migo. Yuri a paniqué et a dit à son frère de s'enfuir car il n'était pas de taille face à eux. Le visage du gars s'est tordu et il a dit à ses subordonnés d'arrêter Migo. Les subordonnés se sont rapidement précipités et ont encerclé les frères et sœurs. Le gars a souri largement et a menacé Migo en tenant un poignard. Yuri a soudainement protégé Migo, disant qu'elle viendrait avec eux. Les yeux du gars sont devenus perçants, disant qu'il était trop tard. Il a ensuite souri largement, disant qu'il ne tuerait pas Migo. Il a léché la lame d'un air maniaque, révélant son horrible plan. Le poing de Migo a soudainement jailli vers son visage, l'envoyant voler en l'air alors qu'il grimaçait de douleur. Ses deux subordonnés furent choqués, témoins de la défaite de leur grand frère. Les yeux de Migo brillèrent de rage, menaçant les crapules devant lui. Yuri lui a demandé avec confusion car elle savait qu'il n'était pas un artiste martial. Migo a souri et lui a dit qu'il n'était pas loin d'en devenir un. Il lui a caressé la tête en s'excusant et en jurant qu'il la protégerait. Les yeux de Yuri sont devenus larmoyants alors qu'elle souriait et le reconnaissait. Le gars s'est remis et s'est assis, se plaignant de son beau visage. Furieux, il a ordonné à ses subordonnés de tuer Migo. Les deux se sont alors penchés sur Migo, lui demandant comment il voulait mourir. Migo a souri avec arrogance et les a traités de simples clowns. D'un mouvement rapide, les deux étaient maintenant allongés sur le sol, faisant écarquiller les yeux de leur maître. Les yeux de Migo brillèrent de rage alors qu'il serrait le poing. Il se tenait devant le gars, lui disant que c'était maintenant son tour. Le gars lui a dit avec assurance que le gang des hyènes le soutenait, ce qui a poussé Yuri à arrêter son grand frère car il ne pouvait pas les provoquer. Les spectateurs se sont soudainement précipités vers eux tout en l'arrêtant. Migo les a écartés et a demandé au gars si son patron était vraiment Kai. Le gars a souri largement et a demandé avec arrogance si Migo le regrettait maintenant. Il a alors pointé Migo avec un large sourire, mais il a été interrompu par Kai qui s'est précipité avec enthousiasme vers Migo avec des collations. Kai lui a offert les collations et lui a dit qu'il lui en achèterait encore s'il en manquait. Le gars a soudainement appelé Kai incrédule en demandant ce qui se passait. Les spectateurs furent également surpris par son attitude envers Migo. Kai a soudainement réalisé la situation. Migo a pointé devant, disant qu'il était prêt à éliminer l'intimidateur de sa sœur. Kai s'est avancé avec colère, disant qu'il s'occuperait de l'intimidateur. Il fut décontenancé quand Migo a mentionné qu'à cause de son soutien, le gars pouvait le faire. Kai s'est soudainement pointé du doigt avec confusion, lui demandant à nouveau. Il s'est précipité vers Migo nerveusement, lui demandant d'écouter son explication. Le gars a interrompu et s'est présenté comme Goro, le chef du deuxième gang de chiens. Il s'est précipité pour serrer les jambes de Kai et a plaidé pour qu'on l'épargne. Ses yeux sont devenus perçants, réalisant soudainement que Migo avait une relation avec Kai. Les civils furent choqués en entendant l'augmentation du FI. Ils ont tous regardé Migo, voulant lui demander de l'aide. Goro a souri largement, demandant à Kai son opinion. Ce dernier lui a giflé le visage avec colère et lui a dit de se taire. Il est devenu furieux, disant que Goro n'était plus lié au gang des hyènes.
Goro était allongé sur le sol, tremblant, tandis que Kai s'excusait auprès des civils de ne pas leur avoir donné de leçons. Il a ensuite levé la main et a annoncé qu'il n'y aurait plus de frais d'emplacement. Les civils furent surpris par cette annonce soudaine. Ils ont alors soudainement acclamé Migo, car il en était la raison. Yuri admirait son grand frère pour sa force, tandis que Kai s'est soudainement approché d'eux joyeusement. Migo lui a fait ses adieux, lui rappelant de ne pas oublier de l'emmener à l'arène de l'éclipse. Kai a souri fièrement en les regardant, voulant être reconnu par Migo. Pendant ce temps, au manoir de la famille Jin, le vieil homme a demandé à Yuna des nouvelles de leurs leçons sur les bêtes aujourd'hui. C'était Jang, son père, qui lui demandait si elle avait eu peur. Yuna n'a pas admis qu'elle avait eu peur car il lui donnerait une leçon à nouveau. Elle a ensuite ajouté que la leçon n'avait amené que la bête la moins bien classée. Son père lui a souri et l'a félicité d'être incroyable. Yuna a alors remarqué l'heure, la poussant à dire au revoir à son père pour étudier. Jang a soudainement appelé quelqu'un en cap nommé Qin. Il a ordonné à Qin d'enquêter sur la façon dont la hyène s'était échappée de la classe. Qin s'est incliné et a dit que quelqu'un lui avait injecté une médecine de fureur. Les yeux de Jang se sont plissés et il a demandé qui l'avait fait. Qin lui a respectueusement dit qu'ils enquêteraient toujours, mais que le coupable avait laissé un indice. Il a alors soupçonné que le coupable pourrait envoyer un message menaçant à Jang. Ce dernier a claqué son poing sur la table. Il a ensuite ricané, furieux de l'audace de le menacer. Il s'est levé et a ordonné à Qin d'enquêter davantage pour protéger sa fille, ce que Qin a instantanément suivi. Zheng a pris son menton dans sa main et a réfléchi à la médecine de fureur. Il a regardé par la fenêtre et a médité sur l'arène de l'éclipse. Pendant ce temps, à l'arène de l'éclipse, un homme en armure faisait face à une bête. C'était un tigre fantôme à une corne s'approchant de lui. Les spectateurs ont applaudi bruyamment, les exhortant à se battre rapidement. Migo a regardé autour de lui, ayant déjà compris ce qu'il y avait dans l'arène, tandis que Kai souriait à côté de lui. Il a alors baissé les yeux, pensant que les humains et les bêtes sont des ennemis, mais que maintenant ce n'est qu'un loisir pour eux. Le tigre fantôme a bondi en avant, atterrissant sur le bouclier de l'homme en armure. Le bouclier s'est brisé en un instant et l'homme a été projeté contre le mur de l'arène. L'homme est tombé sans vie sur le sol, tandis que le tigre fantôme rugissait de victoire. Kai a serré les dents, agacé d'avoir encore perdu. Migo lui a soudainement demandé avec curiosité s'il y avait des restrictions pour entrer sur scène. Kai a répondu par la négative et lui a demandé pourquoi. Migo a souri et a décidé de descendre pour augmenter son chi. Avant de partir, il a ordonné à Kai d'acheter 10 000 pièces d'argent et de parier sur sa victoire. Il a alors sauté sur la scène, faisant paniquer Kai sur le balcon de la loge VIP. Yuna regardait avec ennui, ayant encore perdu. Son père lui a dit que ce n'était pas grave, ajoutant que 1000 pièces d'argent n'était qu'une petite somme. Il a laissé tomber ses 100 pièces d'or et a dit à Yuna de jouer. Elle a alors souri et a remercié son père pour cela. Zheng avait initialement prévu de jouer sur scène, mais Yuna avait insisté pour venir. Il a ensuite posé des questions sur Migo, ce qui a pris Yuna au dépourvu. Elle a tordu ses cheveux et a dit à son père que Migo l'avait aidé auparavant. Il a alors répondu qu'il avait entendu à quel point le chi de Migo était bas. Il a proposé de donner à Migo un emploi stable pour qu'il n'ait à se soucier de rien. Jing a posé son café et s'est tenu droit tout en faisant la leçon à sa fille. Il lui a tapoté la tête, disant que c'était pour son bien. De retour sur scène, les spectateurs furent non surpris en voyant le tigre fantôme vaincu. Migo se tenait droit au milieu des compliments, marchant sur la bête. Il a souri fièrement car il était enfin devenu un artiste martial. Yuna a joyeusement appelé son papa et a pointé Migo qui avait vaincu la bête, tandis que la mâchoire de Jang est tombée de surprise. Yuna a joyeusement demandé à son père si Migo avait la capacité d'un artiste martial. Jang lui a dit que la bête devait être épuisée, c'est pourquoi Migo l'avait vaincu. Yuna a croisé les bras et a demandé avec suspicion à son père sa réaction envers Migo. Son père doutait que Migo puisse devenir un artiste martial tandis que Yuna boudait sur ses paroles. Elle a alors souri et a regardé Migo, disant qu'il était fort. Les travailleurs ont ensuite traîné la bête tombée loin de lui. Migo a souri et a demandé s'il y avait encore des bêtes plus fortes. Pendant ce temps, un homme mangeait son repas. Il était sur le point de prendre une bouchée, mais soudain son assistante l'a appelé Seigneur Théon et lui a parlé de Migo. Théon s'est essuyé les lèvres et a demandé des nouvelles du précédent fauteur de troubles. L'assistante lui a dit qu'il avait été mis en pièces. Il lui a alors ordonné de tout arranger rapidement. L'assistante s'est inclinée et a instantanément obéi. De retour sur scène, Kai a encouragé Migo et lui a dit à quel point il était incroyable. Migo lui a alors dit de le passer, mais il était confus à ce sujet. Il a demandé de l'argent avec désinvolture car il lui avait ordonné de parier 10 000 pièces d'argent. Le visage de Kai est devenu violet et il a instantanément paniqué en lui disant qu'il avait oublié. Migo, avec des yeux mortels, lui a demandé de répéter une fois de plus. Kai a couru aussi vite qu'il le pouvait et a dit à Migo qu'il parierait 20 000 sur lui. Il a ensuite essuyé sa sueur, pensant à quel point Migo était effrayant. Une bête a soudainement bondi devant lui. C'était une bête de rang soldat 2 étoiles, un chat renard. Zheng regardait d'en haut, ne pouvant croire que Migo se battrait encore. Yuna a regardé vers le bas avec inquiétude, disant qu'elle faisait confiance à Migo. En un instant, la bête fut vaincue au sol.
Yuna a joyeusement dit à son père que Migo avait encore gagné. Jang a tracé son menton, disant que la bête devait avoir été examinée auparavant. Un bol a grincé des dents de rage, tandis que Migo lui faisait face avec détermination. Jang était confus de savoir pourquoi Migo n'avait pas arrêté de se battre. Yuna s'est moqué de son père car il n'arrêtait pas de dire que Migo perdrait. Il lui a dit avec assurance de ne pas s'inquiéter car il ne se trompait pas cette fois. Pendant ce temps, Migo a envoyé le bol voler d'un seul coup de poing. Yuna a acclamé Migo alors qu'il gagnait encore, tandis que la mâchoire de Yang est tombée d'incrédulité. Elle a alors demandé à son père d'un air moqueur, tandis que son père bégayait. Les yeux de Yang se sont écarquillés, disant à Yuna de regarder Migo et la bête. Migo faisait maintenant face à un gorille de rang soldat 6 étoiles. Jang était confus par le plan de la reine, tandis que Yuna se penchait en avant avec inquiétude. Elle a attrapé son père, lui demandant s'il pouvait sauver Migo. Les yeux larmoyants, elle savait que les artistes martiaux vétérans n'osaient pas provoquer ce genre de bête. Zheng l'a regardé avec hésitation. Il a alors accepté de le sauver car Migo avait sauvé Yuna auparavant. Il a alors appelé quelqu'un sur le côté. Il a ordonné à la femme de chambre d'informer Théon d'arrêter le duel. Il a ensuite ajouté que Migo était son cadet. La femme de chambre s'est inclinée pour obéir et a demandé un instant. Pendant qu'elle versait le vin rouge, l'assistante a rapporté ce que Zheng avait transmis à la femme de chambre. Théon l'a regardé, demandant si Zheng était venu. Il a dit furieusement que Zheng n'avait pas appris sa leçon même après l'incident de la hyène. Son visage s'est tordu, ordonnant à son assistante de faire sortir la grenouille, tout en lui disant de rejeter la demande de Yang. L'assistante s'est excusée auprès de Yang et lui a expliqué les règles de l'arène. Elle a ajouté qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait et que Yang ne pouvait pas interférer. Ce dernier a regardé sa fille, disant qu'il ne pouvait pas aider. Il lui a attrapé l'épaule, révélant que Migo ne pouvait compter que sur lui-même. L'assistante s'est avancée alors qu'elle était sur le point de dire quelque chose. Avec un visage tordu, elle a livré le message à Yang, l'informant que ce ne serait plus une hyène enragée. Zheng fut surpris en l'entendant. Il s'attendait déjà à ce que ce soit l'œuvre du second maître, Edward. Ses sourcils se sont froncés, disant qu'il ferait payer Edward. Yuna a demandé avec curiosité à son papa ce qui s'était passé. Zheng a forcé un sourire, disant qu'il était fatigué tout en pensant à des moyens de la protéger. Pendant ce temps, Kai voulait tout miser sur Migo tandis que ses subordonnés l'arrêtaient. Les dents serrées, il leur a dit que c'était maintenant ou jamais. Il a ensuite inséré la carte tandis que ses subordonnés pleuraient à l'arrière. Les spectateurs pensaient que Kai était devenu fou. Le gorille s'est furieusement jeté sur Migo. Il a alors essayé de l'écraser mais il a été rapide à esquiver. Avec un sourire sur son visage, il a enchaîné une attaque qu'il a esquivée une fois de plus. Le gorille a lancé un coup de poing, mais Migo a bondi en avant pour l'éviter. Il a ensuite créé une distance entre eux. Il s'est essuyé les lèvres, pensant qu'il lui serait difficile de ne pas utiliser ses compétences. Le gorille s'est tenu debout, tandis que la main de Migo brillait alors qu'il essayait d'utiliser sa compétence. Il a souri avec une épée à la main, impatient de tester sa compétence sur le gorille. Les spectateurs étaient certains qu'il ne ferait pas le poids face au gorille, même s'il avait une arme. Ils ont ajouté que Migo aurait dû partir pour ne pas provoquer la reine, mais qu'il était trop tard. Zheng a tapoté l'épaule de sa fille, disant qu'elle ne devrait plus regarder. Yuna a serré les dents, disant à son père qu'elle le sauverait. Zheng lui a attrapé le poignet et l'a arrêté. Le gorille a rugi de manière menaçante. Il a alors bondi au-dessus, prêt à écraser Migo pendant qu'il préparait son épée. Les spectateurs ont acclamé le gorille pour qu'il le tue. Kai a serré les dents avec un poing fermé, souhaitant que son patron gagne. Yuna a commencé à pleurer en essayant de l'atteindre, mais son père la retenait. Zheng lui a alors couvert les yeux avec sa main. La foudre a crépité sur son épée alors qu'il activait sa fente d'épée éclair et frappait le gorille avant qu'il n'atterrisse. Le gorille a grogné de douleur alors que Migo frappait parfaitement. Le gorille est tombé au sol sans vie, tandis que Migo se tenait indemne. Les spectateurs furent une fois de plus choqués par une mise à mort instantanée, tandis que d'autres en étaient émerveillés. Zheng était stupéfait, ne pouvant y croire, tandis que Yuna lui demandait avec curiosité. Elle a alors souri largement en voyant Migo en pleine forme. Elle a ensuite demandé à son père si quelqu'un avait aidé Migo à tuer le gorille. Zheng a répondu fermement que personne n'avait aidé Migo et qu'il l'avait tué tout seul, ce qui a fait s'exclamer Yuna sous le choc. Un chi du gorille lui fut alors ajouté, le poussant à sourire victorieusement. Kai et ses subordonnés ont agité la main joyeusement, disant qu'ils étaient devenus riches. Ils ont tous ri et dansé au milieu, ce qui a embarrassé Migo. Dans le hall de Star Eclipse, Kai et ses subordonnés étaient à la réception. Il a demandé d'un air moqueur à la réceptionniste, disant que c'était le seul à avoir gagné le pari. Il a ensuite dit avec arrogance aux autres qu'il se sentait mal, mais a ensuite ri avec satisfaction. Migo pensait que l'argent qu'ils avaient gagné pourrait améliorer leurs conditions de vie. Yuna a attiré son attention en l'appelant par son nom. Il a demandé avec curiosité à Yuna ce qu'elle faisait à la reine. Yuna lui a dit qu'elle le regardait d'en haut. Migo a souri et l'a remercié en retour. Yuna se tenait embarrassée tandis que Migo s'interrogeait sur son silence. Zheng a soudainement appelé et lui a dit qu'il partait. Elle a tourné son visage et a répondu à son père. Elle a alors regardé Migo et a fait un pas en avant. Ses joues ont rougi et elle lui a dit qu'elle voulait l'inviter à sa fête d'anniversaire. Elle l'a regardé et a demandé si elle pouvait. Migo lui a alors dit qu'il y assisterait s'il n'y avait rien d'important à faire. Elle a alors souri joyeusement, lui disant que c'était une promesse. Elle s'est ensuite éloignée en fredonnant joyeusement sur son chemin.
Migo la regarde avec curiosité, pensant qu'elle est amoureuse de lui. Une grenouille a soudainement sauté devant Yuna. La poussant à s'arrêter, confuse, elle a demandé avec curiosité ce qu'une si jolie grenouille faisait là. Migo s'est alarmé en reconnaissant la chose. Il s'est rapidement précipité vers elle et lui a dit de reculer. La grenouille a émis une énergie verte en coassant. Migo l'a serré contre sa poitrine tandis qu'une lumière aveuglante les a lentement engloutis. Les spectateurs furent choqués alors que les deux succombaient à la lumière. Zheng a crié le nom de sa fille avec inquiétude, tandis que Kai a joyeusement appelé Migo mais n'a trouvé personne. Il l'a ensuite cherché du regard avec curiosité. Le haut-parleur a soudainement émis un bruit annonçant un rapport d'urgence. Il a ordonné l'évacuation générale, la grenouille voyageuse s'étant échappée de prison. Pendant ce temps, au cœur de la forêt crépusculaire, dans une ville abandonnée, une lumière vacille devant elle, les expulsant tous deux ainsi que la grenouille. Migo serra fermement la grenouille voyageuse. Il demanda avec colère à la grenouille où ils avaient bien pu être téléportés. Un rugissement puissant attira leur attention, les poussant à se retourner. Une meute de loups surgit soudainement de la forêt. Migo jura de frustration alors que les loups lunaires continuaient d'approcher. Il jugea la situation très mauvaise, car les loups se déplaçaient en groupe au cœur d'une forêt inconnue, avec une meute et un compagnon si faible. Il réalisa qu'il se trouvait dans une situation encore pire. Les loups lunaires hurlèrent, se préparant à frapper, tandis que Migo ramassait une pierre du sol. D'un ton grave, il ordonna à Yuna de courir vite au compte de 3, mais n'entendit aucune réponse et l'interrogea. Il serra les dents, confirmant si elle pouvait l'entendre, mais les loups se précipitèrent soudainement pour plonger et attaquer. Il jure de frustration car il est trop tard et se prépare à combattre. Il bondit en avant, frappant chaque loup lunaire avec une pierre à la main. Il atterrit ensuite parfaitement sur le sol tandis que les loups tombaient. Il trouva alors étrange que les loups lunaires ne soient pas agressifs. Yuna l'appela soudainement mais il écarta l'idée. Il lui dit fièrement qu'il avait vaincu tous les loups lunaires qui les avaient attaqués. Yuna se moque de lui disant que les loups ne les visaient pas. Elle lui montra ensuite le louveteau lunaire, lui disant que c'était eux. Migo regarde avec admiration, réalisant que ce sont leurs petits. Elle s'approche d'eux, lui disant qu'elle a lu les documents à l'école. Yuna rendit les louveteaux et informa Migo que c'était tout ce qu'ils avaient à faire. Les loups lunaires accueillirent joyeusement leurs petits. L'expression de Migo s'assombrit alors qu'il considérait la bête comme un ennemi. En regardant les loups, il décida de les attaquer. Il serra le poing, se préparant à frapper, quand soudain, Yuna lui montra le louveteau et l'exhorta à le serrer dans ses bras. Il fut pris de court et le repoussa. Yuna lui passa le louveteau de force, poussant Migo à paniquer et à crier. Le louveteau endormi était maintenant dans sa main, ses joues rougies alors qu'il réalisait qu'il était effectivement mignon. Migo remarqua que les bêtes avaient des émotions et des valeurs familiales. Il les regarda, se demandant s'il allait tuer ces bêtes. Le loup leur offrit un lapin mort. Il rugit ensuite comme pour dire quelque chose. Yuna dit alors à Migo que les loups montrèrent de la gentillesse parce qu'ils avaient rendu les louveteaux. Migo attrapa le lapin et remercia le loup, pensant qu'ils avaient un sens de la gratitude. L'herbe bouge, poussant Migo à regarder en arrière, alarmé. C'était un chasseur. Pointant son arme sur eux, Migo dit à tout le monde de faire attention alors qu'il commençait à bouger. Le loup le protégea des balles, le laissant figé sous le choc. Il atterrit ensuite sans vie sur le sol, tandis que les deux restaient sous le choc. Yuna tendit la main vers le loup, n'y croyant pas, mais Migo se précipita vers elle et l'embrassa pour la faire descendre. Tous deux atterrirent au sol alors qu'une rafale de balles enflammées surgissait d'en haut. Une explosion massive eut lieu tandis que les chasseurs continuaient de tirer. Les loups lunaires rugirent et protégèrent les louveteaux. Ils s'élancèrent ensuite pour attaquer un chasseur, mais les assassins firent de leur apparition. Ils les tailladèrent violemment et se moquèrent d'eux pour leur arrogance tandis que les loups tombaient sans vie. Yuna se couvrit le visage et demanda ce qui se passait. Ils se faufilèrent et découvrirent que tous les loups étaient nattes morts, mais que les louveteaux étaient indemnes. Yuna était choquée, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Les chasseurs firent un pas en avant, ils ramassèrent joyeusement tous les butins et les louveteaux. Les yeux de Yuna se remplirent de larmes de colère alors qu'elle les maudissait. Elle était sur le point de sortir quand Migo la retint. Elle fit alors face à Migo et lui dit ce qu'ils avaient dit et fait, mais Migo rejeta l'idée en disant que les humains et les bêtes étaient ennemis. Yuna répliqua, disant que les loups lunaires étaient amicaux avec eux. Migo baissa les yeux et lui dit que c'était toujours une bête et qu'ils étaient des humains. Yuna était dévastée mais choisit de se taire. Migo lui tint la main et décida de suivre les chasseurs pour retrouver leur chemin. Le chasseur chauve les remarqua tous les deux et leur demanda où ils se trouvaient. Son subordonné les désigna alors. Migo leur dit qu'ils venaient de l'académie d'arts martiaux et qu'ils avaient été téléportés accidentellement. Les chasseurs les regardèrent, répétant ce que Migo avait dit. Le visage du chasseur chauve se tordit, disant que les deux étaient de la nourriture dans la nature. Il ordonna ensuite à ses subordonnés de les capturer vivants. Les chasseurs les entourèrent, tout en exprimant ouvertement leur fantasme sur Yuna. Cette dernière eut peur et demanda ce qu'ils essayèrent de faire. Les yeux de Migo s'aiguisèrent alors qu'il avertissait les chasseurs de ne rien faire de stupide. Le chasseur se jeta sur lui avec un fusil à la main. Migo le bloqua d'une seule main. Il regarda ensuite le chasseur avec intensité.
Le visage du chasseur se tordit d'horreur, tandis que Migo lui assénait un puissant coup de poing au visage, l'envoyant voler dans les bois. Migo se tenait, le poing serré, disant qu'il se sentait mieux maintenant. Il défia ensuite le chasseur de l'attaquer. Le chasseur chauve ordonna furieusement aux autres de l'attaquer. Les chasseurs préparèrent leurs armes. Ils commencèrent alors à tirer et à attaquer simultanément avec des dagues. Migo apparut soudainement devant eux et se moqua d'eux. Migo activa son éclair de choc, laissant des vrilles archi-bleues derrière lui tout en repoussant les ennemis. La mâchoire du chasseur chauve tomba, témoin de la force de Migo. Ce dernier apparut devant lui, poussant le chasseur chauve à reculer sous le choc. Migo lui demanda fermement pourquoi il avait attaqué un étudiant de l'académie. Le chasseur serra les dents de rage, disant à Migo qu'il n'avait aucun droit de lui demander. Son poing s'enflamma soudainement, visant Migo. Ce dernier bloqua son poing avec désinvolture. Il révéla ensuite que le chasseur avait violé la règle, ce qui lui permettait de le tuer. Le chasseur tenta de l'arrêter, mais Migo était inarrêtable et lui donna un coup de pied au visage. Le chasseur fut projeté, tandis que Migo enchaînait avec un autre coup de pied au visage. Migo lui donna ensuite un coup de poing à l'estomac, désireux de le tuer. Le chasseur tomba au sol devant lui, il dit alors que son commandant Kyo n'épargnerait pas Migo. Ce dernier lui marcha sur la tête, tout en disant fermement qu'il l'attendrait. Migo tourna son visage et demanda si Yuna allait bien, ce qu'elle affirma. Elle s'inquiétait pour les louveteaux sur sa poitrine, ce qui la poussa à demander à Migo s'il pouvait emmener les louveteaux avec eux. Migo accepta et lui dit qu'il allait juste ramasser le butin des chasseurs. Il commença alors à chercher les chasseurs tombés quand un cristal cramoisi tomba de sa poche. Il leva le cristal avec admiration, réalisant que c'était des cristaux de chi. Yuna lui demanda alors ce qu'étaient ces cristaux. Il répondit que cela pouvait augmenter le chi d'un artiste martial. Il appela ensuite Yuna et lui dit de partir alors qu'il commençait à courir. Pendant ce temps, les chasseurs étaient dispersés dans la forêt. Le chasseur dit à leur commandant que la troisième équipe était proche mais ne trouvait rien. Kyo leur dit qu'il avait déjà vu les chasseurs tomber et leur ordonna d'examiner les corps. Les chasseurs le suivirent et commencèrent à chercher. Kian demanda avec ennui à son oncle quand ils allaient attraper le cerf étoilé. Il fut pris de court en voyant les cadavres au sol. Les chasseurs dirent à Kyo qu'ils n'avaient trouvé aucun cristal. Kyo s'excusa alors auprès de Kiang car il devait d'abord résoudre l'affaire avant d'attraper le cerf. Sa voix résonna dans la forêt pour attraper les voleurs. Sous le ciel sombre, dans une ville abandonnée, une chaussure marcha sur le dépliant au sol. Les deux marchaient maintenant au milieu de la ville. Migo dit à Yuna que c'était le centre commercial de l'air qui était auparavant très animé. Il se souvenait des gens quand il n'y avait pas encore de bêtes. Yuna rattrape Migo en disant qu'il devrait marcher dehors. Migo écarta l'idée en disant qu'il ne connaissait pas la forêt. Yuna sourit chaleureusement en tenant les louveteaux sur sa poitrine. Un rugissement puissant résonna soudainement, les poussant tous les deux à regarder en arrière sous le choc. Yuna demanda avec inquiétude à Migo ce qu'ils allaient refaire maintenant. Migo répondit qu'ils allaient aller explorer et se familiariser avec les environs. Pendant ce temps, une fille faisait face à une bête massive. C'était un lézard de terre de rang soldat rugissant devant elle. Il lui fit alors face et se prépara. La jeune fille, Rona, prépara son arme pour frapper la bête. Tous deux observaient depuis leur cachette tandis que Yuna s'inquiétait pour la jeune fille. Elle demanda alors à Migo de sauver la jeune fille, mais Migo lui dit d'y aller seule. Yuna se désigna, disant qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Migo tourna son regard en arrière et lui dit que c'était la nature, pas leur ville. Yuna baissa les yeux, déçue, mais Migo ajouta que Rona n'avait pas besoin de leur aide. Rona fit un pas en avant en balançant sa lance. Yuna la regarda sous le choc alors que Rona se jetait sur l'énorme lézard. Sa queue l'attaqua soudainement. Elle plongea ensuite pour éviter sa queue. Elle visa ensuite la bête avec sa flèche. Ses flèches enflammées frappèrent directement la tête du lézard. Le lézard de terre rugit de douleur, brisant le sol. Rona s'élança avec une dague, désireuse de tuer le lézard. Elle perça ensuite directement sa tête, elle se leva et s'essuya les joues. Elle déclara ensuite que le lézard lui suffirait à manger pendant quelques jours. Les deux observaient toujours Rona en disant qu'elle était forte. Migo l'observa fermement, sachant que ses compétences étaient au-dessus de la normale. Une flèche frappa soudainement les débris devant eux, les prenant au dépourvu. Les yeux de Migo se plissèrent alors que Rona les avait déjà découverts. Rona pointa ses flèches sur eux et leur ordonna de sortir. Migo l'examina en pensant qu'elle n'était pas normale. Yuna dit à Migo qu'elle irait négocier parce qu'elles étaient toutes les deux des filles. Elle souleva le louveteau et le transféra à Migo, ce qu'il affirma avec confusion. Yuna sourit chaleureusement, pensant qu'elle devrait faire quelque chose d'utile pour Migo. Elle agita joyeusement la main vers Rona et lui dit qu'il venait de Sky City. Rona fut soudainement alarmée, elle la jugea dangereuse et pointa ses flèches sur elle. Yuna paniqua en voyant cela. Elle demanda nerveusement à Rona pourquoi elle avait peur d'elle. Rona était énervée et lui dit de se taire, ne laissant pas le choix à Yuna. Migo sortit et dit à Yuna d'arrêter de gaspiller son souffle car Rona fait partie d'une race abandonnée.
Yuna l'interrogea curieusement à ce sujet tandis qu'il commençait à raconter ce qui s'était passé des années auparavant. Migo lui dit que l'humanité avait construit plusieurs villes et que les humains s'y étaient installés. Cependant, certains humains n'avaient pas réussi à entrer dans la ville fédérale et pensaient qu'ils avaient été abandonnés. Yuna l'interrogea à ce sujet disant que le gouvernement avait la capacité de les sauver. Migo révéla que les villes n'avaient plus de place pour de nouveaux habitants. Il continua en disant que ces gens comme Rona étaient maintenant habitués à vivre dans la nature. Yuna la regarda avec inquiétude, disant qu'ils étaient pitoyables. Une flèche frappa soudainement le sol, laissant Yuna sous le choc. Rona leur ordonna de partir immédiatement, disant que le troglodyte était à elle. Migo fit un pas en avant, il expliqua qu'il n'était pas intéressé et qu'elle avait été empoisonnée par son sang. Rona lui dit fermement qu'elle ne les croyait pas. Elle pointa de nouveau ses flèches et leur dit qu'ils étaient des menteurs. Migo évita sans effort ses flèches enflammées, tout en lui disant que cela ne pouvait pas le blesser du tout. Rona leva la main et lui dit de ne pas être arrogant. Une énergie verte tourbillonna autour d'elle alors qu'elle activait sa technique. Une vigne apparut soudainement de ses flèches et commença à s'enrouler autour de ses jambes, prenant Migo au dépourvu, tandis que Yuna lui disait avec inquiétude de faire attention. Rona sauta au-dessus de lui avec sa dague, mais Migo lui ordonna de tomber. Elle descendit alors et tomba endormie sur le sol. Migo lui dit maladroitement qu'elle était empoisonnée, tandis que Yuna était confuse. Yuna se faufila derrière en lui demandant ce qui n'allait pas, ce à quoi il lui répondit que Rona était empoisonnée. Il vérifia le front de Rona et dit à Yuna qu'il allait l'aider. Migo pensa au talent de Rona et en fut émerveillé. Yuna lui demanda curieusement où il pouvait trouver des antidotes dans la nature. Il se dirigea vers le lézard et révéla qu'il avait des organes détoxifiants. Yuna fut surprise car Migo en savait tellement. Il lui dit alors que c'était grâce à son expérience. Il lui montra ensuite la glande détoxifiante qu'il avait trouvée. Il la mit de côté et chercha d'autres ingrédients. Il réussit à trouver les ingrédients, mais Yuna lui dit de ne pas les donner directement à la fille. Migo activa soudainement une formule de chaîne de feu provoquant la réaction choquée de Yuna. Un liquide violet se forma soudainement sur sa paume. Il sourit fièrement, lui disant que c'était fait tout en demandant à Yuna ce qu'elle avait dit. Yuna lui dit alors que ce n'était rien. Elle demanda ensuite curieusement où Migo avait appris l'alchimie. Migo révéla qu'il l'avait apprise dans les livres à la maison. Il se dirigea ensuite directement vers Rona tandis que Yuna contemplait sa réponse. Il transféra ensuite le liquide violet dans la bouche de Rona. Rona ouvrit lentement les yeux, demandant où elle était. Les deux la regardèrent et lui demandèrent si elle allait bien. Elle fut choquée de les voir tous les deux et décida de faire semblant, tandis que Yuna demanda si elle s'était encore évanouie. Migo lui dit que si elle continuait à faire semblant, il emporterait la bête. Elle lui mordit alors le bras, disant que c'était à elle. Migo secoua son bras en lui disant de lâcher prise. Elle atterrit ensuite sur le sol et se vérifia, surprise d'être guérie. Elle tint soudainement la main de Migo, lui demandant s'il était un pharmacien respecté. Migo admit qu'il était effectivement pharmacien. Yuna demanda à Rona comment il pouvait quitter l'endroit. Rona lui dit qu'elle pouvait les faire sortir, mais Migo devait d'abord voir sa tribu. Migo demanda curieusement pourquoi il devait y aller. Rona était sur le point de parler quand elle fut soudainement interrompue. Yuna et Rona furent surprises en entendant un grand bruit. Les chasseurs les entourèrent tous les trois, leur disant qu'ils n'iraient nulle part. Kyo ordonna à Migo de lui remettre le cristal cramoisi tout en le menaçant. Les yeux de Migo se plissèrent de confusion. Il donna soudainement un coup de pied au lézard vers eux en lui disant de se taire. Le lézard mort vola au-dessus d'eux tandis que Kyo ordonnait aux chasseurs de tirer. Leurs armes crachèrent des balles enflammées, tirant continuellement sur le lézard de terre en plein air. Migo sauta au-dessus du lézard et leur visa les flèches. Kyo fut surpris par le mouvement de Migo, tandis que ce dernier était impatient de les anéantir tous sauf un. Il lâcha alors la flèche alors que les trois s'élançaient en avant. Elle frappa alors directement les chasseurs, les faisant grimacer de douleur. Il apparut rapidement devant le chasseur, puis le taillada avec une dague. Kyo pointa son arme sur lui, mais Migo lui donna instantanément un coup de pied dans les parties. Le visage de Kyo devint violet alors qu'il se tordait de douleur. Le lézard mort atterrit sur le sol. Migo attrapa Kyo tout en pointant sa dague et en disant à tout le monde de ne pas bouger. Le chasseur cria, lui demandant de lâcher leur chef. Migo répliqua alors, leur ordonnant de lâcher Yuna et Rona d'abord. Le chasseur sourit, disant qu'ils en avaient capturé 2 tandis que Migo n'en avait qu'un. Yuna dit à Migo de ne pas se soucier d'eux tandis que Rona suivit et lui ordonna de tuer les chasseurs. Kyo avertit Migo de se rendre docilement. Migo lui donna soudainement un coup de pied dans les jambes, faisant grimacer Kyo de douleur. Migo lui dit d'ordonner aux chasseurs de lâcher les deux. Kyo tourna son visage de rage en le traitant de bâtard. Il ordonna ensuite aux chasseurs de briser les jambes de Yuna et Rona. Le chasseur obéit et leva son fusil, mais Migo cria qu'il tuerait leur chef si quelqu'un était blessé. Le chasseur s'arrêta, confus quant à ce qu'il devait faire. Kyo dit à ses subordonnés que Migo ne faisait que les menacer. Migo serra la dague et défia Kyo d'essayer. Il sourit, disant que si Kyo perdait, il mourrait. Kyo tenta de trouver une faille tout en négociant avec lui. Migo était énervé, demandant s'il voulait mourir immédiatement. Kyo ordonna alors aux chasseurs de poser leurs armes. Les chasseurs se regardèrent avec hésitation, poussant Kyo à crier désespérément.
Le sol trembla soudainement, provoquant la panique des chasseurs. Un énorme lézard de feu émergea soudainement du sol, le brisant en morceaux. Ils reconnurent alors que c'était un lézard de feu de rang soldat 9 étoiles. Migo cria quand il vit Yuna voler en plein air. Au milieu des débris, Yuna lui dit de ne pas venir, mais il sauta et tenta de l'atteindre. Il lui tint alors le poignet et l'éloigna de la bête massive. Tous deux atterrirent donc parfaitement sur le sol, mais d'énormes débris se dirigèrent en tout vers d'eux. Ils furent tard surpris lorsque Rona passa à travers eux et les protégea tous les deux des débris massifs. Migo se précipita soudainement vers Rona qui tombait en l'appelant. Il la rattrapa dans ses bras et lui demanda si elle allait bien. Rona le repoussa soudainement et lui dit qu'elle allait bien. Elle tourna le dos, disant qu'elle ne faisait que rendre l'appareil. Les chasseurs tirèrent leurs armes vers l'énorme lézard. Migo se dit que c'était une bête 9 étoiles et que les attaques normales n'auraient aucun effet. Le lézard de feu cracha soudainement un feu massif, faisant fuir les chasseurs pour sauver leur vie. Migo porta Yuna et Rona tout en sautant pour éviter le feu. Migo leur dit qu'il ne pouvait pas gérer ça et qu'il devait courir vite. Il courut ensuite plus vite à travers la ville abandonnée, mais le lézard de feu suivit les trois. Les deux demandèrent ce qui se passait et pourquoi le lézard les suivait. Migo révéla que l'odeur de l'autre lézard persistait sur Rona à cause de la détoxification. Il continua ensuite à courir tout en soupçonnant que le lézard était sa progéniture. Les yeux de Yuna s'écarquillèrent, leur disant qu'il y avait une falaise devant. Sa voix résonna, disant qu'il n'y avait pas d'issue. Migo s'arrêta alors qu'il s'arrêtait au bord de la falaise. Rona demanda un plan, mais Migo leur dit qu'il valait mieux mourir que tous ensemble. Yuna était incrédule entendant ces mots. Tandis que Rona demandait ce qu'il essayait de faire, Migo s'excusa et repoussa Rona. Cette dernière demanda s'il la sacrifiait. Elle cria ensuite, pensant que les gens de la ville n'étaient pas dignes de confiance. Yuna cria soudainement à Migo, lui demandant ce qu'il essayait de faire. Migo montra le sang sur sa main, puis serra le poing et lui expliqua qu'il avait l'odeur la plus forte. Il l'essuya sur son visage, disant que la cible du lézard de feu était maintenant lui. Les yeux de Yen se remplirent de larmes alors qu'elle appelait Migo. Il repoussa Yuna aussi, l'envoyant avec Rona tout en lui demandant de prendre soin de Yuna. Il leur sourit ensuite, disant qu'il devait bien vivre. Il sauta ensuite de la falaise tandis que le lézard de feu le suivait. Alors que le lézard descendait, Yuna tendit la main vers Migo, les larmes aux yeux. Rona regarde avec inquiétude en pensant qu'elle lui devait encore une fois la vie. Migo serra les dents, pensant que la chute pourrait le laisser estropié car il ne pouvait utiliser que la compétence de sa vie antérieure. Il ferma les yeux, se demandant si le corps pouvait le supporter. Il étendit ensuite ses bras et activa sa compétence de saut alors qu'une énergie rouge tourbillonnait devant lui. L'énergie disparut alors qu'il remarqua que c'était un peu difficile pour lui, ses yeux s'écarquillèrent, réalisant qu'il allait se ruiner le visage s'il ne l'utilisait pas, il tenta de nouveau d'activer la compétence de saut. Une énergie rouge se forma devant lui alors qu'il tendait la main. Elle disparut de nouveau, le poussant à crier alors qu'il descendait. Une masse d'ailes dorées apparut soudainement. Il se figea alors d'admiration, la sueur sur le visage. Ses doigts touchaient le sol alors qu'il réalisait que la compétence fonctionnait. Il fut confus en voyant l'avertissement du système. Il déduisit alors la moitié du chi qu'il avait économisé en battant des monstres. Il examina le système, réalisant qu'il avait une fonction d'auto-sauvetage, mais qu'elle était coûteuse. Migo leva alors les yeux, alarmé, le lézard de feu descendit furieusement de la falaise. Il remarqua que l'endroit était un parc d'attractions abandonné. Il a alors décidé de se cacher car il ne pouvait pas affronter le lézard de feu dans son état actuel. Le système a soudainement annoncé une mission spéciale, tuer le lézard de feu. Il a réalisé que c'était la première fois que le système lui donnait une mission récompensée, mais il devait refuser. Il a ensuite bondi à travers les bois, ne laissant qu'une trace derrière lui. Le système l'a alors averti que s'il n'acceptait pas, tout son chi restant serait déduit. Il s'est arrêté, réalisant qu'un chi à 0 signifiait la mort. Il a serré les dents, voulant rester discret, mais le système l'a forcé à accomplir la mission, le poussant à revenir en arrière. Il a alors fait face au lézard de feu avec un seul plan. Frapper son point faible d'un coup fatal, il s'est alors précipité pensant que s'il était désavantagé, il jetterait simplement sa vie. Le lézard de feu a ouvert grand sa gueule tandis que Migo continuait de s'enfuir. Il a ensuite utilisé son art du saut céleste et a atterri de l'autre côté du parc, laissant le lézard de feu derrière lui. Il s'est alors agenouillé tandis que l'énergie rouge tourbillonnait autour de lui. Le lézard de feu l'a ensuite suivi à travers l'eau, ce qu'il désirait. Il a plongé profondément dans l'eau pendant que Migo bondissait au-dessus. L'eau a commencé à bouillir tandis que le lézard de feu était profondément à l'intérieur et crachait l'eau de sa gorge. Le lézard de feu a réussi à s'échapper de l'eau pendant que Migo observait d'en haut. Il pensait que seule une blessure fatale pouvait être infligée par ses narines et son cerveau. Le lézard de feu a regardé autour de lui comme s'il le cherchait alors qu'il était au-dessus de la grande roue. Il a ensuite sauté de l'attraction, visant sa lance vers le lézard de feu. Celui-ci a ouvert sa gueule pour préparer une attaque, mais il a atterri juste à temps et a transpercé sa narine en lui disant de mourir. Le lézard de feu a riposté et a poussé un cri de douleur.
Il a alors réalisé que sa force physique n'était pas suffisante pour percer profondément. La bête a soudainement traversé le parc, la gueule ouverte. Migo a décidé d'activer sa consommation d'essence de sang, tandis que l'énergie rouge tourbillonnait autour de lui. Il a alors poussé la lance, visant à percer. Le lézard de feu a ensuite frappé sa tête contre le mur rocheux, piégeant Migo entre les deux. Il s'est essuyé les lèvres en serrant les dents, pensant que c'était passé de peu. L'invite du système est apparu et l'a félicité d'avoir vaincu la bête. Des vrilles rouges ont soudainement tourbillonné autour de son corps, le rendant confus. Il a alors serré sa poitrine comme s'il éprouvait des difficultés. Le système a annoncé que le QI avait atteint sa limite et que le reste ne pouvait pas être absorbé. Il a serré sa poitrine tout en s'appuyant contre le mur. Le système lui a demandé s'il voulait subir une modification corporelle car il ne pouvait pas supporter l'essence. Migo a décidé d'appuyer sur le bouton « Oui ». Cela lui a alors montré comment marquer l'ennemi et obtenir sa chair pour augmenter la limite. Il a examiné cela et a réalisé qu'il était facile de devenir plus fort. Il a été alarmé lorsque le système lui a dit qu'il devait le terminer en une journée pour éviter la mort. Migo a été choqué pensant que la punition était la mort, tandis qu'il décidait de planifier soigneusement. Une soudaine poussée de douleur a frappé sa poitrine une fois de plus. Il a halté pensant que c'était inconfortable. Il s'est alors assis et a décidé d'utiliser sa compétence pour soulager la douleur. Pendant ce temps, au cœur de la forêt se trouvait un camp militaire. Des soldats ont capturé les chasseurs, l'un d'eux a riposté en demandant qui leur avait donné le droit de les capturer. Le soldat a pointé son arme sur lui, demandant pourquoi il s'introduisait dans la base militaire. Quelqu'un est soudainement apparu et a dit aux soldats de baisser leurs armes. Il a ensuite saisi l'épaule de l'otage et a promis de les laisser partir s'ils n'étaient pas des espions. L'homme nommé Bruno a souri, leur disant qu'il devait les interroger. Les autres otages ont hoché la tête lorsque leur chef les a regardés. Il a alors accepté et a demandé ce qu'ils devaient derrière. Bruno leur a dit qu'ils avaient une mine et a demandé de l'aide. Le chef a levé sa main liée et l'a demandé. Bruno a ordonné aux soldats de délier les chasseurs. Les deux chasseurs étaient allongés au sommet de l'arbre, observant les militaires. Le gars a dit à sa fille de se dépêcher de revenir et d'appeler à l'aide. Sa fille a alors suivi l'ordre de son père. La fille a ensuite bondi à travers les arbres et est rentrée chez elle en hâte. Pendant ce temps, une bête a été transpercée. Migo se tenait devant la bête vaincue, décidant de prendre une arme d'abord. Il a alors jeté le bâton et a traversé la forêt. L'invite du système est apparu et a offert un service de navigation. Migo n'a pas admis qu'il était perdu. Mais le système lui a demandé une fois de plus, le poussant a accepté. Une lumière dorée a soudainement émergé, un poussin en est soudainement sorti et a atterri sur la tête de Migo. Le poussin a pointé du doigt et a dit à Migo qu'il y avait un ennemi puissant là-bas. Migo a regardé le poussin avec incrédulité. Il a alors avancé et a suivi le poussin. Pendant ce temps, les chasseurs ont été envoyés dans la fosse à l'aide d'une corde. Alors qu'ils atterrissaient à l'intérieur, Bruno a jeté les deux sacs et leur a demandé de les remplir. L'un d'eux a demandé avec colère pourquoi Bruno ne descendrait pas si ce n'était pas difficile. Leur chef a demandé s'ils n'avaient pas senti le sang, leur disant que ce n'était pas simple. Ils se sont alors rassemblés au milieu, attentifs à leur environnement. Ils ont préparé leurs armes et se sont tenus prêts. Les chasseurs sont entrés par la caverne sombre, tandis que les soldats ont félicité Bruno d'avoir convaincu les chasseurs de descendre. Bruno a souri largement, leur disant avec arrogance d'apprendre de lui. Les chasseurs ont continué à marcher, tandis que leur chef sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose a soudainement frappé le pied de leur camarade. Il a alors crié de douleur, tandis que les autres regardaient avec horreur. Ils ont instantanément rejoint leur camarade et ont demandé ce qui s'était passé. Des vrilles sombres ont soudainement surgi, puis ont rapidement frappé les autres chasseurs. Les chasseurs ont regardé autour d'eux, mais les vrilles étaient assez rapides pour frapper et atteindre. Ils ont tous crié de douleur alors que les vrilles leur coupaient les membres. Ils ont alors paniqué et se sont demandé ce qu'ils devaient faire. Leur membre leur a dit qu'il allait commencer à collecter du minerai et a demandé de l'aide. L'autre a réalisé que les soldats ne les avaient amenés que pour servir de nourriture à la bête. Ils se sont rassemblés, ignorant que la bête était au-dessus d'eux. Pendant ce temps, Migo a demandé au poussin si elle ne l'avait pas encore trouvé. Du haut de l'arbre, il a alors observé la caserne militaire. Le poussin s'est plaint et lui a dit de ne pas l'appeler ainsi. Le système a annoncé que la cible était à 500 mètres et que la mission de navigation était terminée. Migo s'est plaint à l'invite et lui a demandé d'être plus spécifique. Le poussin a lentement disparu, mais n'était toujours pas en bon terme avec Migo. Il a pensé à la bête étant à l'intérieur de la caserne. La caserne était maintenant remplie de rires. Les soldats ont regardé dans la fosse et ont annoncé que cela avait commencé. Les chasseurs étaient maintenant couverts de contusions, incapables de riposter. Une gueule monstrueuse, bordée d'innombrables dents acérées, s'est ouverte en grand. Les chasseurs ont regardé avec horreur alors qu'il attrapait leurs camarades. Les chasseurs ont été mangés vivants tandis que les autres s'enfuyaient de la scène. Le dernier a regardé en arrière, entendant le cri de ses camarades. Le chasseur a regardé autour de lui mais a également été capturé par le monstre. Migo a alors réalisé qu'il était à l'intérieur de la fosse et que les soldats y nourrissaient des humains. Les soldats riaient de leur désespoir pendant qu'ils jouaient leur vie. Un soldat leur a soudainement demandé pourquoi ils continuaient à nourrir la bête avec des gens. Bruno a supposé que le soldat était nouveau et lui a demandé s'il connaissait l'alchimie. Le soldat a répondu et lui a dit ce que c'était. Bruno lui a saisi l'épaule et a dit qu'un alchimiste n'était pas simple. Ses yeux ont brillé et ont révélé qu'il gagnait beaucoup d'argent avec le cristal cramoisi.
Les soldats ont été surpris que les cristaux cramoisis puissent réellement être raffinés. Les cristaux cramoisis sont précieux, tandis que Raven a obtenu une méthode pour les raffiner. Avec un visage tordu, Bruno a révélé que le matériau le plus important était la chair humaine. Les soldats ont dit joyeusement qu'ils pouvaient raffiner beaucoup de cristaux, mais Bruno a dit que ce n'était pas simple. Une flèche a soudainement jailli, elle a alors frappé le soldat directement à la gorge. Ils ont tous été choqués lorsque le soldat est tombé dans la fosse. Bruno leur a ordonné de se baisser à cause d'une embuscade. Un tas de flèches a frappé chacun des soldats, les faisant grimacer de douleur. Les autres soldats se sont alors précipités et ont décidé de riposter. Ils ont soudainement tiré un coup de feu, suivi par plusieurs autres soldats. Au milieu des balles flamboyantes, un homme a été touché à l'arrière du pilier en bois. L'homme nommé Ryu a alors de nouveau visé sa flèche et l'a tirée vers les soldats. Plusieurs flèches ont jailli du ciel, prenant Bruno au dépourvu tandis que l'autre soldat tombait. Une pluie de flèches a frappé chaque soldat tandis que Bruno rampait pour s'échapper. Les soldats tombés dans la fosse ont crié à l'aide alors que la bête les attrapait. Avec une flèche flamboyante, Ryu l'a visé directement devant lui tandis que d'autres le couvraient. La flèche flamboyante a frappé les chars, provoquant une explosion massive dans la zone. Une main robotique a essuyé le tissu. Son pied massif a frappé le sol. Les chasseurs ont été pris de court et ont demandé ce que c'était. C'était un robot nommé 09 avec Bruno aux commandes. Il a alors crié de rage et a juré de tuer les chasseurs. Il a tiré avec la machine, créant une explosion massive et projetant les chasseurs au loin. Rona a levé la main, se préparant à déchaîner sa compétence de liane. Des lianes ont commencé à sortir du sol, s'enroulant autour du mecha. Les autres n'ont pas perdu de temps et ont tiré leurs flèches, mais cela ne fonctionnait pas. Bruno a souri, confiant qu'il ne pourrait jamais détruire son robot. Le mecha a déchiré sans effort les lianes enchevêtrées sur ses bras. Il a continué à bouger pour arracher et déchirer les lianes de ses membres. Il a crié, estimant qu'il était temps de montrer de quoi il était vraiment capable. Le mecha a commencé à les arroser d'innombrables balles, plongeant tout le monde dans la panique alors que le chaos s'ensuivait. Rona n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait, elle n'a pas pu s'empêcher de jurer en promettant de le tuer. Mais alors, une voix s'est fait entendre, se portant volontaire alors qu'il lui tapotait l'épaule. C'était Migo, avançant sans peur et laissant Rona choquée. Ses pas étaient déterminés, chargeant vers le mechabot. Bruno l'a vu, mais il a commis l'erreur de penser qu'il était une autre chair à canon. Il a tourné le mechabot contre Migo et l'a arrosé de balles. Mais ces balles ont été rendues inutiles par la vitesse de Migo qui se déplaçait d'un côté à l'autre. C'est alors qu'il a finalement réalisé qu'il était face à un artiste martial. Ryu était confus mais a vu la chance offerte par l'aide de Migo. Il a immédiatement levé son arc, imprégnant la flèche de l'attribut vent. Il a alors tiré la flèche vers Bruno qui était préoccupé par l'apparition de Migo. Bruno a été totalement surpris de voir son verre défensif brisé. Il s'est retourné furieusement, jurant de tuer l'ennuyeux déchet qui avait fait cela, mais cela a donné à Migo la chance parfaite de s'élancer. Ses pieds ont explosé avec une puissante énergie ardente alors qu'il activait la technique de saut, le propulsant dans les airs tandis qu'il brandissait sa lance contre Bruno. Sa lance a transpercé le verre défensif, empalant Bruno par derrière. Dans son dernier souffle, il n'a pu que les maudire avec frustration. Migo a atterri au sol avec éclat après avoir porté le coup décisif. Tel un protagoniste de film d'action, il a tourné le dos et a laissé l'explosion se produire. La foule a éclaté en acclamations en réalisant qu'ils avaient gagné. Rona a félicité Migo pour la performance incroyable qu'il venait de montrer. Ryu a exprimé sa gratitude tandis que Rona a ajouté que Migo l'avait sauvé du dragon de feu. En entendant cela, il ne pouvait même pas commencer à exprimer à quel point il était reconnaissant. Migo n'a fait qu'un doux sourire, disant que ce n'était pas grand-chose. Il leur a ensuite demandé s'ils savaient où se trouvait la grotte souterraine du camp, ce que le père a indiqué, révélant que leur peuple y était enfermé. Jetant un coup d'œil à la fosse, Migo a déclaré que le trou était utilisé pour nourrir les bêtes. Il s'est porté volontaire pour descendre car ce serait dangereux pour eux, mais le père ne pouvait pas se permettre de déranger Migo pour les affaires de leur clan. En réponse, il leur a demandé s'ils avaient tout de l'expérience dans la lutte contre les bêtes dans l'obscurité. Les guerriers se sont regardés, hésitant à répondre. Ryu a expliqué qu'il ne combattait généralement pas les bêtes dans le noir. En entendant cela, Migo a expliqué que ce serait dangereux pour eux et a demandé à le laisser faire. Ryu était toujours hésitant et a essayé de l'empêcher d'entrer. Migo les a assurés qu'il n'y avait rien à craindre et a emprunté son épée. À l'intérieur du tunnel sombre, des rafales de vent soufflaient très fort, mais elles n'étaient pas suffisantes pour éteindre le feu de la torche de Migo. Tenant l'épée qu'il avait empruntée, il pensa que cela faisait longtemps qu'il n'en avait pas manié une. Un homme gravement blessé toussait en pointant du doigt la porte en fer. C'était un captif mourant, laissant ses derniers mots, souhaitant qu'il soit vengé. Après avoir prononcé ces mots, il est finalement tombé sans vie dans les bras de Migo. Il a soigneusement déposé son corps sur le sol et a fermé les yeux. Il a retiré l'épée qu'il avait plantée dans le sol. Il brûlait d'une rage froide et silencieuse en regardant devant lui. Il se tenait devant la porte en fer, se préparant à faire irruption. Il a frappé férocement, cognant son poing contre la porte en fer. Un homme à l'intérieur a jeté un coup d'œil, lui demandant de donner le code d'accès. Avec une expression féroce, il a donné le code « Meurs ».
L'homme a refermé le Judas, menaçant de le donner en pâture au ver des sables. Mais sa patience s'épuisait et il a levé son pied droit, frappant avec colère la porte en fer de toutes ses forces. L'homme a senti le coup, mais était confiant que Migo ne pourrait jamais détruire la porte. Cependant, le mur de pierre au-dessus de la porte a commencé à se fissurer, laissant échapper de la poussière. Ce n'est qu'alors que l'homme a réalisé à quel point il était stupide, mais il était déjà trop tard. Migo a fait tomber la porte, écrasant l'homme sous son poids. Migo a enjambé la porte en fer, sans se soucier du corps de l'homme piégé en dessous. Il a regardé autour de lui, scrutant l'endroit sale en restant silencieux. Le système l'a alors averti de la présence d'une cible appropriée devant lui. Avec cela, il a spéculé que la bête cible était à l'intérieur. Il a continué à avancer, entrant dans le laboratoire caché avec d'étranges machines et appareils à l'intérieur. Il s'est avéré que c'était une installation pour l'élevage de vers des sables. Il ne sentait personne, pas même l'aura d'une bête, mais c'était son erreur d'avoir baissé sa garde. L'ennemi s'était complètement faufilé derrière lui. Il était enragé d'avoir ses expériences perturbées et a poignardé Migo. Ce dernier a été totalement surpris et a serré les dents. Heureusement, il a été assez rapide pour réagir et a esquivé instantanément. Il n'avait même pas du tout senti sa présence, ce qui lui a fait conclure que cet ennemi n'était pas simple. Migo a remarqué que sa blessure n'était qu'une étrange illusion. Le système l'a alors averti de l'apparition de la cible, l'artiste martial et alchimiste de rang 2 nommé Raven. Migo a été surpris de voir que sa cible n'était pas une bête de haut rang, mais un humain. Raven s'est demandé comment il était entré, voyant qu'il n'était pas son subordonné. Migo a répondu sarcastiquement qu'il avait utilisé ses jambes pour y entrer. Raven a alors été surpris en remarquant quelque chose. Il a tremblé d'une rage incontrôlable, explosant de fureur en réalisant que Migo avait tué tous ses précieux bébés. Il est tombé à genoux, sombrant lentement dans la folie. Migo pouvait sentir à quel point la cible était vraiment forte. Ressentant une aura de bête en lui, il a commencé à exhaler son énergie sinistre, enragé que ses efforts aient été gaspillés. Il a activé sa compétence, territoire étoilé du Chevalier Noir, et a libéré de l'énergie sombre. Migo a réalisé que c'était une compétence de territoire capable de priver complètement la vision. Le plus difficile face à un artiste martial est de gérer ses compétences. Raven s'est complètement faufilé derrière Migo une fois de plus, qui était toujours inconscient. Il a levé sa dague imprégnée d'énergie sinistre. Il était sur le point de le poignarder lorsque Migo s'est soudainement retourné et a frappé. Migo a remarqué comment Raven avait supprimé son aura et son son. Bien qu'il ait pu réagir, la dague est restée plantée dans son dos. Raven l'a menacé de mourir en 12 attaques supplémentaires. Pendant ce temps, Migo a trouvé cette compétence de territoire agaçante et a serré les dents. Le système lui a alors rappelé que marquer la cible le verrouillerait dans sa vision. Mais 24 heures après le marquage, l'échec à tuer la cible entraînerait la mort. Raven a continué l'offensive tandis que Migo essayait d'éviter. Cependant, la troisième attaque a réussi à se connecter directement à sa poitrine. Il a résolu de le traiter comme une bête et de le chasser. Aujourd'hui, il est sûr que l'un d'eux mourra dans cette bataille. Il a alors ordonné au système de marquer Raven. De nulle part, des crocs acérés ont été conjurés comme s'ils étaient prêts à dévorer n'importe qui. Les crocs ont commencé à fuser dans l'air comme s'ils cherchaient de la cible. Il a réussi à se frayer un chemin dans le dos de Raven et l'a mordu, le marquant. Raven était confus, se demandant ce qui s'était passé et pourquoi il avait un mauvais pressentiment. Mais il l'a ignoré et s'est tourné vers Migo qui semblait toujours inconscient. Son masque ne pouvait pas cacher son expression maléfique alors qu'il prévoyait de donner Migo à ses bébés. Il a alors chargé, visant à porter une attaque sur son dos. Mais Migo l'avait déjà vu venir et s'est baissé pour esquiver. Il a ensuite rapidement déclenché une contre-attaque, son épée fendant l'air. Raven a été totalement surpris. Il a été pris au dépourvu car il ne l'avait jamais vu venir. La lame impitoyable de Migo a déchiré vers le haut, tranchant Raven verticalement. Mais heureusement pour Raven, il a réussi à se téléporter à temps et à esquiver. Il était si confus, lui demandant comment il savait où il était, mais Migo a refusé de répondre et l'a simplement traité de lâche. Cela n'a fait que ravir Raven, trouvant la situation amusante et intéressante. Son visage a pris une expression vicieuse, déclarant Migo un matériau précieux. Il s'est gratté la tête, contemplant ce qu'il fallait faire dans cette situation. Il a ensuite claqué des doigts alors qu'il trouvait enfin une réponse. Il lui a dit de s'agenouiller et de supplier pour qu'il lui donne une chance de devenir riche avec lui, mais Migo avait une contre-offre. Raven devrait s'agenouiller et supplier pour qu'il lui offre une mort sans douleur. En entendant cela, il a ri, trouvant ces mots intéressants. Il n'avait jamais eu quelqu'un qui n'avait pas peur de lui auparavant. Il a pris sa posture de combat, prêt à bondir sur Migo. Il s'est élancé en une explosion instantanée d'énergie visant la tête de Migo. Ce dernier a réussi à parer l'attaque d'un coup d'épée. Les deux se sont engagés dans une bataille féroce alors qu'ils échangeaient avant des coups mortels. Raven l'a arrosé d'un barrage d'énergie violette tandis que ce dernier se défendait. Il a même été surpris que Migo puisse prédire toutes ses attaques. Il s'est demandé si c'était les compétences qu'un artiste martial de rang 1 devrait avoir. Au fur et à mesure, Migo a finalement vu une ouverture dans ses défenses. Il n'a pas perdu de temps et est immédiatement passé à l'attaque mortelle, visant son corps. Son épée a tracé un arc bleu, déchirant Raven verticalement.
L'attaque de Migo a finalement effleuré Raven qui s'est penché en arrière pour tenter d'esquiver. Il s'est alors retiré à une certaine distance, loin de Migo. Il a été totalement surpris d'avoir réussi à suivre sa vitesse. De plus, il pouvait aussi sentir une pression effrayante de son corps. Migo lui a lancé un regard froid et lui a demandé s'il avait peur. Il est resté ferme, posant son pied solidement sur le sol. C'est alors que Raven a commencé à ressentir un sentiment de terreur et d'anxiété. En lui, il transpirait à l'idée qu'il pourrait réellement mourir des mains de son déchet de rang 1. Migo n'a plus attendu et a brandi son épée contre Raven, qui était dans le déni que cette situation puisse être possible. Il a lancé une sphère de foudre sombre condensée vers Migo, mais celui-ci l'a coupé sans effort d'un seul coup d'épée. Une puissante explosion violette s'est ensuivie, libérant des rayons aveuglants de lumière violette. Migo a réalisé son erreur d'avoir permis à Raven de se cacher à la vue de tous. Il n'avait pas réalisé qu'en si peu de temps, Raven avait déjà réussi à attaquer. Il serra les dents, choqué de voir 2 lames plantées dans sa poitrine. Raven fila devant lui rappelant qu'il ne restait que 7 attaques. Migo se retourna, déclarant que c'était amplement le temps pour lui de tuer Raven, mais les mains de ce dernier furent alors recouvertes d'une énergie cramoisie, montant progressivement pour engloutir tout son corps dans une étrange armure écarlate. Migo resta inébranlable, commentant son apparence si particulière. Il ne perdit pas un instant et chargea immédiatement en avant, déchaînant un puissant coup d'épée contre lui, mais il fut surpris de constater les étranges propriétés de son armure cramoisie. Il fut choqué après avoir découvert que ses attaques n'avaient désormais aucun effet sur ses défenses. Pour aggraver les choses, son épée était même coincée et emmêlée dans l'armure. Raven déchaîna une attaque qu'il bloqua de ses bras nus. Il enchaîna avec une contre-attaque et libéra son explosion d'énergie de cuit. Migo lui planta son épée. Raven se moqua de lui et lui dit qu'il ne pouvait pas transpercer son armure, même avec le ki de son épée. Il prépara ensuite son arme, informant Migo que 6 coups de plus et il mourrait. Migo réalisa que la dague d'ombre absorbait son énergie de cuit. Il le regarda, pensant que Raven faisait trop confiance à son armure d'os. Avec détermination, il décida de transpercer son armure et de remporter la victoire. Dans sa vie antérieure, il avait frappé d'innombrables fois contre le soleil pour atteindre un état suprême de maîtrise de l'épée. Il fit face au soleil car il voulait trancher la lumière la plus rapide du monde. Au final, Migo échoua à réussir. Il bondit au-dessus et trancha la lumière avec la force ultime. Il échoua, mais il fut capable de couper le soleil en 8 morceaux. Pendant ce temps, une entaille dorée aveuglante traversa le corps de Raven. Ce dernier descendit tandis que la fumée s'élevait de son corps. Il s'agenouilla ensuite sur le sol, haletant. Raven ricana de douleur tout en gardant conscience. Migo se tenait devant lui, pensant qu'il n'avait pas pu le tuer d'un seul coup même après avoir utilisé une compétence. Les sourcils de Raven se froncèrent et il demanda pourquoi Migo possédait une telle technique d'épée. L'invite du système demanda à Migo s'il voulait dévorer l'adversaire. Migo était confus car le système voulait qu'il dévore un humain. Raven serra les dents car il ne pouvait accepter d'avoir perdu face à un rang 1. Migo demanda pourquoi Raven utilisait des humains pour nourrir la bête alors qu'il n'avait aucune inimitié envers lui. Raven sourit largement, disant que les humains n'avaient aucune valeur pour lui non plus. Avec un visage tordu, il admit fièrement qu'il avait transformé les humains en cristaux précieux. Les yeux de Migo se plissèrent et il lui dit qu'il n'avait aucun droit de juger les valeurs des autres. Raven sourit, disant que les forts pouvaient offrir tout ce qu'ils désiraient aux faibles. Il se rappela qu'avoir été attaqué par une bête lui avait fait réaliser que c'était un péché d'être un faible. Il lui dit que les déchets ne pouvaient pas résister à être piétinés par les forts. Avec un sourire fou, il déclara que les forts devenaient plus forts en dévorant les faibles. Migo révéla qu'il le tuait parce qu'il était maléfique et non parce qu'il était faible. Raven le regarda en se moquant que Migo le faisait pour la justice. Il le désigna du doigt et lui demanda quels étaient ses droits de juger ses péchés. Le système annonça qu'il avait obtenu une compétence, la main de vengeance, capable d'écraser tous les types de défense. Migo obtint également une compétence pour générer des cristaux cramoisis. Migo caressa son menton en réfléchissant aux compétences qu'il avait obtenues après avoir dévoré Raven. Ses yeux pétillèrent, pensant qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent. Une image de sa sœur vendant des brochettes apparut dans son esprit. Il sourit à l'idée qu'il n'avait plus à s'inquiéter. Le système annonça que Chimale était maintenant déverrouillé. Migo leva la main et lia sa lame de vengeance. Le système montra ensuite les attributs de la lame de vengeance et son origine. Migo pensa à ne pas l'utiliser souvent car c'était une arme maudite. Il ouvrit ensuite une note et découvrit que c'était un livre expérimental. À l'extérieur de la caserne militaire, un groupe de chasseurs tombés au combat était maintenant recouvert. Rona pleurait en les regardant silencieusement, tandis que les autres commençaient aussi à pleurer leurs camarades. Migo baissa les yeux et s'excusa de ne pas avoir réussi à le sauver. Ryu lui tapota l'épaule, lui disant qu'il avait déjà fait tellement. Il ordonna ensuite à tout le monde d'apporter le butin utile et de bombarder toute la caserne. Ils jetèrent ensuite des feux dans la fosse et incendièrent la caserne militaire. À l'extérieur de la caserne, les chasseurs s'éloignèrent ensuite avec Migo et Rona. Migo tourna son regard vers Ryu et lui dit qu'il n'était plus en sécurité pour rester là. Ryu y réfléchit et lui dit qu'il leur trouverait un nouvel endroit. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville abandonnée, les civils profitaient joyeusement de leur temps.
Ils accueillirent ensuite avec entrain les chasseurs. Yuna se tenait avec un sourire, reconnaissant Migo de loin. Elle se précipita ensuite joyeusement, soulagée que Migo aille bien. Migo lui prit le visage et lui dit que se précipiter trop vite était dangereux. Yuna s'excusa maladroitement et dit qu'elle était juste trop excitée. Migo lui tapota la tête et la rassura tout en l'informant qu'ils pouvaient rentrer chez eux à tout moment maintenant. Rona les interrompit tous les deux et demanda s'ils étaient un couple. Pendant ce temps, Migo dit à Rona de regarder, une bête crabe fut surprise par eux. Migo leva la main et activa sa main de vengeance, une main massive planait au-dessus du crabe. Migo serra ensuite son poing avec force. La main massive serra également son poing et écrasa le pauvre crabe. La mâchoire de Rona tomba tandis qu'elle se tenait la tête sous le choc. Migo attrapa la chair du crabe, disant à Rona qu'il pouvait rentrer maintenant pour le médicament de sa mère.